Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gymtonic après un nul frustrant une nouvelle fois à Lorient, mais une équipe de l'OGC Nice qui progresse. Nous allons décrypter tout ça, évidemment, avec nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin. Vincent Menikini, salut Vincent. Salut à tous. William Imbercé. Salut Mika, salut à tous. Et la légende, Philippe Camps, le big boss, Bonjour, le chef. bonjour. Salut Philippe. Salut. Notre invité cette semaine est de retour sur le plateau de Gymto, ancien préparateur physique de l'OGC Nice, mais toujours préparateur physique de métier. Alexandre Delal nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Alexandre. Salut Mika, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ici. On va parler de plein de choses, évidemment, de la chaleur peut-être, qui perturbe peut-être les esprits en ce moment. Mais en tous les cas, on va faire le tour de cette actualité. Avec au sommaire donc, de cette émission, nous ferons un focus sur Evan Guessant. Doit-il être plus qu'un remplaçant? Jean-Claire Todibo partira pas. Nous vous donnerons les dernières infos du Mercato, sans oublier l'avant-match de Nice-Lyon, une rencontre qui vaut déjà cher. Et le souviens-toi de Philippe, consacré à un grand ancien du club qui vient de fêter ses 71 ans. Il s'agit de Nambatengue Toko. Mais on démarre donc ce Gymtonic par ce match nul, un but partout contre Lorient dimanche dernier. Tu étais au moustoir, mon cher Will, et on peut dire que ce sont deux points clairement abandonnés par Nice à Lorient. Ouais, 2 points de perdus, vu l'adversité qui était quand même assez faible, avec un Régis Lebris qui avait été plutôt frileux, comme il avait fait au Parc, mais là ça se comprenait plus face au PSG. Là contre l'OGC Nice, il avait décidé de faire un 5-4-1 bien bloc bas. Donc le gym avait le ballon, ça sortait pas beaucoup en face, donc il fallait les pousser un peu plus à sortir en redoublant de passes, qu'ils ont mieux fait en deuxième période. Et malheureusement, il a manqué l'efficacité parce que l'OGC Nice avait les occasions pour tuer le match avec 2-3 buts facilement. Et finalement, il ne fallait pas leur donner d'occasion. Ils en ont donné une avec une erreur de Youssouf. Et ça a été puni direct. Et finalement, c'est un nul très frustrant, bien plus frustrant que celui contre le LOSC. On va regarder les stats de cette rencontre entre Lorient et Nice. Ça va appuyer ton propos, mon cher Will, parce que la domination, effectivement, était clairement en faveur des Niçois dans la possession, dans les tirs. 21 tirs dans ce match, 8 tirs cadrés, 2 occasions manquées et évidemment un pourcentage de ballons touchés dans la surface adverse beaucoup plus important que pour les Lorientais. Will le disait, Vincent, il y a eu le match nul contre Lille. Qui était, on va dire, peut-être juste. Allez, ouais. On va dire ça comme Plutôt ça. Chacun heureux, a eu, je dirais. même voire plutôt heureux. Chacun avait eu sa mi-temps dans cette rencontre, on va dire. Là, à Lorient, tu perds 2 points. Il va pas falloir en perdre beaucoup des points en route comme ça, parce que cette année, ça dure que 34 journées. Ouais, mais après sur ce match, est-ce que Lorient est vraiment aussi nul que ça et est-ce que Nice est vraiment aussi fort que lors de cette deuxième période? Je sais pas trop. Je pense que la vérité est un peu entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que c'est 2 points de perdus et que Nice avait vraiment la possibilité de remporter cette première victoire qui lui aurait permis d'aborder ce rendez-vous contre Lyon avec un peu plus de légèreté. Aujourd'hui, voilà, tu as 2 matchs à domicile. Alors, c'est complètement bateau de dire ça, mais Nice a tout intérêt de faire au minimum 4 points pour se retrouver avec 6 points à la trêve avant 2 rendez-vous contre Monaco et le Paris Saint-Germain qui vont forcément être des rendez-vous compliqué, mais oui, il faut s'appuyer évidemment sur ce qui a marché en deuxième période. On a vu de très bonnes choses, il faut le dire, mais je pense que c'était aussi dû à la faiblesse de cette équipe lorientaise qui, moi, m'a fait vraiment une drôle d'impression, mais dans le mauvais sens du terme. Alexandre, tu as vu des progrès entre le premier match contre Lille, dans le jeu, je te parle, et sur ce qui s'est passé à Lorient? On va dire, on ne peut pas parler vraiment de progrès parce que tu avais deux scénarios complètement différents. Tu avais Lille qui voulait justement avoir la possession de la balle, donc qui, on va dire, confisquait un peu le ballon à l'OGC Nice et tu avais plus d'attaque directe. Et là, Lorient, c'était complètement l'inverse. C'est toi qui avais un jeu de possession, donc tu avais vraiment 2 scénarios différents. Ils sont peut-être plus à l'aise dans le scénario, on va dire, la première mi-temps, je pense, de Lille, où ils étaient, tout ce qui était attaque directe avec Mofi, Laborde, ils avaient vraiment pris l'ascendant sur la défense lilloise. Après, contre Lorient, le scénario il est aussi en leur faveur. Ils peuvent mener on va dire, plus largement, assez rapidement. Et après, tu n'es jamais à l'abri. Donc, je ne vais pas parler de progrès parce que c'était deux options on va dire, de jeu, 2 plans de jeu qui étaient complètement opposés. Donc, je pense qu'il est un peu tôt pour faire des conclusions. Mais en tout cas ouais, il faut maîtriser, on va dire, toutes les options de jeu. Ça, c'est déjà un des fondamentaux. Tuer le match, Philippe, c'est un petit peu le problème de cette équipe de l'OGC Nice. Tuer les matchs, concrétiser, les, les, les occasions. C'était déjà un peu le cas aussi en fin de saison dernière.
Ouais, moi j'ai l'impression que cette équipe elle était encore en rodage quoi. Les voitures, il n'y a plus de rodage, mais les équipes de foot oui, hein, puisque là j'attends de voir. Toi, t'es pas encore convaincu par ce que tu vois pour le moment dans le jeu et de ce que veut mettre en place Francesco Farioli? Convaincu. Moi oui non, j'attends de voir. Je vois qu'il y a du changement. Après, être convaincu aujourd'hui, non, on ne peut pas être convaincu. Il faut attendre et puis décider, avoir une explication quand on verra autre chose que ça, quoi. Est-ce que tu as le temps d'attendre aujourd'hui quand on l'a dit, le championnat dure 34 journées, qu'il y a d'autres équipes qui prennent des points. On voit par exemple Monaco qui démarre tambour battant avec un nouvel entraîneur qui arrive déjà à mettre ses idées en place. Est-ce que tu as le temps d'attendre aujourd'hui, Will? Le temps, pas vraiment, mais après, on le savait, on en avait déjà parlé. Nouveau coach, nouveau système de jeu. Il faudra du temps pour que vraiment toute l'équipe assimile ce que souhaite le coach. Et lui aussi, il doit découvrir son effectif. On en parlera un peu plus tard, mais je ne suis pas encore convaincu non plus sur le plan des changements, par exemple, sur le plan d'utilisation de certains garçons. On a pu lire dans le journal que, par exemple, Sofiane Diop était sorti un petit peu tard de ce match, compte tenu de la qualité de son match. C'est le point noir pour moi de cette rencontre à Lorient, parce qu'autant le coach Farioli avait fait des changements peut-être un peu tôt, et triple changements contre Lille. Autant je comprenais qu'à Lorient, il ne voulait pas toucher cet effectif qui avait la maîtrise sur le match, mais autant Diop, si tu le sortais pour faire rentrer Buonanni, qui fait une très bonne entrée, peut-être qu'au lieu d'un quart d'heure, tu le faisais jouer une demi-heure, Buonanni, ça aurait peut-être changé la physionomie du match sur un point de vue offensif. Est-ce que c'est un coach qui fait confiance aux jeunes, Francesco Farioli? Je pense que c'est pas ça le problème. Je pense qu'il a de vraies belles idées de jeu, et ça s'est vu notamment en deuxième mi-temps contre Lorient. Mais pour l'instant, il est passé à côté de ses matchs sur le plan du management, des changements. Et ça, c'est quand même une qualité essentielle chez un entraîneur, de faire les bons changements au bon moment. C'est même essentiel. Il y avait des coachs, et Alex pourra le confirmer, comme Claude Puel, qui avait apparemment une capacité assez exceptionnelle de rectifier les choses à la mi-temps. Ça aussi, c'est quelque chose de très important chez un coach, de changer de système, de dire attention, là, on va passer peut-être en 3-4-3, 4-4-2. Et là, pour l'instant, Francesco Farioli, il a plutôt un effet négatif lorsqu'il effectue des changements. Contre Lille, il se trompe complètement en sortant ses deux meilleurs joueurs. Et où je rejoins Will, c'est qu'à Lorient, quand tu as une telle assise sur le plan offensif, tu dois appuyer, tu dois leur faire mal. Tu dois peut-être faire rentrer Mofi plus tôt, à la 60e. Tu fais rentrer également Buonanni. On a bien vu qu'en fin de match, à chaque fois qu'il a pris le ballon, le petit Buonanni, il a fait des différences, mais assez monumentales. Donc là-dessus, pour l'instant, il doit progresser sur ce point de vue-là. Mais c'est un jeune entraîneur, il n'a que 34 ans, il ne peut pas tout bien faire. Ouais, c'est un peu le manque d'expérience peut-être, Alexandre, pour lui. En tous les cas, du haut niveau, du très haut niveau, peut-être qu'il y a des... qui joue. Ouais, je ne vais pas dire ça, parce que s'ils l'ont choisi, je pense qu'ils avaient quand même l'embarras du choix. L'OGC Nice, il y a beaucoup de monde qui veut venir entraîner cette équipe-là. Et s'ils l'ont pris, c'est en connaissance de cause. Donc non, je pense qu'il prend ses marques. Il y a une nouvelle méthodologie de travail aussi qui arrive. Quand on change de coach, il y a tout un environnement de travail qui évolue autour de l'équipe. Alors il faut quelques matchs pour que ça se mette en place. Malheureusement, tu l'as dit, on est passé de 20 clubs à 18 clubs. Donc en général, on fait souvent soit un premier bilan, comme l'a dit Vincent, à la trêve de septembre, première trêve internationale, ou alors après 10 matchs. Mais après 10 matchs, il ne reste plus beaucoup. Il ne reste plus grand-chose. Donc là, de ton championnat, quoi. Ouais, chaque résultat négatif, c'est vrai qu'il y a moins de marge d'erreur. Et il a raison, mais je pense à ça, c'est Claude Puel qui disait toujours, même dans le sprint final, on fait un point quand il reste 10 journées. Là, ça ne sera plus la même chose. Parce que la 10e journée, ça ne sera plus la 28e, mais la 24e. Donc à quel moment ce sera ? Voilà, ce sera important de prendre, je pense, rapidement beaucoup de points pour être dans le match, parce que ça va aller très vite. Et on voit, comme tu l'as dit, devant, il y a de sacrés clubs cette année, de très belles équipes en Ligue 1. Ouais, qui vont rivaliser évidemment pour ces places européennes, parce que c'est l'ambition de l'OGC Nice. Ça a été dit en tous les cas par le président River lors de la présentation des joueurs. L'OGC Nice veut finir européen cette saison. Alors tu as 6 places en championnat pour le faire. Il y a d'autres équipes qui ont moins bien démarré. Lens n'a qu'un point, Paris n'a que 2 points. Voilà, c'est pareil. Il n'y a pas que l'OGC Nice qui est un peu du retard à l'allumage. Mais c'est même pas du retard, ouais. C'est que je trouve que ces changements, c'est aussi significatif peut-être de ces petits manques actuellement. Il a d'énormes qualités, je trouve, sur la construction du jeu, de sa philosophie, tout ça. Mais c'est pas donné à tous les coachs de sentir parfaitement la lecture d'un match.
Je pense qu'Alex, tu peux le confirmer, tu as connu plein de coachs. Et c'est aussi, on avait parlé lors de la précédente émission, les adjoints. Peut-être qu'il y a un moment, l'adjoint qui doit lui dire à l'heure de jeu. Ça travaille en tribune, tu étais au Moustoir, tu as des adjoints en tribune qui regardent le match de Francesco Farioli. En général, ils se mettent dans les tribunes de presse pour regarder les matchs. Tu en as vu, toi Non, à Lorient, je n'ai pas vu. Je sais qu'il y a toujours la cellule vidéo qui est là. Mais non, c'est vrai que je n'ai pas vu d'adjoint en tribune. Oui, qui peut prendre un peu de hauteur pour voir un petit peu ce qui se passe. T'as pas besoin de plus en plus de coachs font ça. D'être Guardiola pour voir qu'à la 60e à Lorient, à mon avis, si tu fais rentrer Mofi, Bonani... Mofi qui était officiellement malade et Todibo qui avait reçu un coup avant l'entraînement. C'était les deux joueurs qui n'étaient pas au coup d'envoi. Allez, on passe au focus. Un focus consacré à Evan Guessant, buteur lors de cette rencontre face à Lorient et auteur plutôt d'un beau match, Will Evan Guessant. Ce qui est positif dans sa prestation, c'est que je trouve qu'il a eu vraiment une ascension dans le match. Il avait démarré, je trouve, plutôt timidement en première période, où il avait un peu du mal à conserver les ballons, où il a une action aussi très litigieuse qui aurait mérité un penalty. Mais il n'est pas sorti de son match. Et en deuxième, il se crée déjà une première grosse occasion qu'il doit finir. Mais pareil, il ne se démobilise pas pour autant. Et la deuxième, il la met au fond. Vraiment, il avait déjà fait une entrée intéressante à Lille, contre Lille, dans un autre registre sur un côté. Là, il devait pallier l'absence de Mofi au coup d'envoi. Et franchement, ce gamin, il a des qualités et il l'a montré. Philippe, c'est un joueur qui te plaît, Evan Guessant, dans son style, qui doit encore, en titre, Evan Guessant s'affirme. Il doit s'affirmer encore un petit peu plus dans cet effectif. Ouais, on ne peut pas juger complètement Evan Guessant maintenant, mais c'est vrai que moi, il m'a toujours plu. C'est quelqu'un qui va au charbon, qui est vaillant, qui a des qualités. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'il a fait un bon match à Lorient, quoi. On ne va pas faire 3 titres de une sur lui. Et on va en faire, nous, 10 titres dans ce gym tonic sur Evan Guessant, puisqu'il sera aussi l'objet du pour-contre. On va regarder ses stats face à Lorient, à Evan Guessant, et on va voir que dans la transmission de balle, les passes, c'est plutôt ça, avec 100% de passes réussies, 5 tirs, 2 cadrés, 1 but, donc 2 dribbles sur 3 réussis. Peut-être dans les duels où il doit s'affirmer un petit peu plus, Vincent, 6 duels sur 15 gagnés, mais pour un attaquant de pointe, c'est aussi compliqué. Je sais pas si tu as toutes les stats en plus. J'aime bien voir aussi le nombre de fautes qu'il obtient. Il a cette capacité aussi, dès qu'il se retourne, un peu comme faisait Balotelli, sur des fois des longs ballons. Mario, il s'arrêtait, ça permettait au bloc de gagner 50 mètres. Et Guessant, je trouve qu'il a cette qualité-là. Quand il se retourne, à chaque fois, on a vu l'orienter, la porte. Il peut prendre pas 2 jaunes, mais presque dès la première mi-temps. Il se retourne bien, il garde bien le ballon. Techniquement, je le trouve, moi, personnellement, plus alerte par moment que Mofi dans le petit jeu, dans le redoublement de passes. Quand il vient de décrocher, je le trouve très intéressant. C'est pour l'instant le grand gagnant de ce début de saison et le club s'en est aperçu parce qu'ils n'ont plus du tout l'intention de le laisser partir. Ouais, c'est ça, c'est le remplaçant idéal pour l'instant de Terem Mofi pour toi, ou plus qu'un remplaçant? Ce sera notre débat tout à l'heure. Ouais, c'est une bonne question parce que si tu veux jouer les 5-6 premières places, il faut que tu aies quelqu'un qui soit régulier durant la saison. Si Terem, qui est pour l'instant quand même le titulaire, est amené à être blessé, malade, suspendu, il faut que Evan réponde sur la continuité. Donc ça, c'est uniquement l'avenir qui nous le dira, mais il a fait quand même une bonne saison à Nantes. Et c'est vrai que c'est un jeune en devenir. Donc je pense qu'on ne l'a pas tous les jours à l'entraînement, je ne le vois pas tous les jours, mais il a quelques qualités, c'est comme a dit Vincent, ouais, je pense qu'il peut avoir une belle carte à jouer. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas trompés, je pense que... Il répond présent. Ouais, il répond présent. Hein. 2 fautes subies face à Lorient pour Evan Guessant. Pas énorme. C'est pas énorme non plus. Ouais. Effectivement. Allez, on passe au pourquoi. Merci d'appuyer mon propos. Et ça concerne encore une fois donc Evan Guessant. On pose cette question. Guessant, titulaire en pointe, on précise bien en pointe, face à Lyon dimanche soir. Oui, c'est à toi. Je vais dire non, parce que Terem Mofi, je le trouvais déjà plus intéressant sur la prépa et sur ce premier match contre Lille, dans cette capacité à garder le ballon, faire monter un peu plus le bloc. Là où il pêchait un peu, je trouvais, dans ses deuxième partie de saison avec l'OGC Nice, donc ses 6 premiers mois. Dans le système de Farioli, je trouvais que voilà, il
il avait un peu plus de faculté à garder le ballon, à pousser un peu aussi ses actions balle au pied. Et surtout, pour moi, Guessant, là où il est intéressant, c'est qu'il peut jouer aux 3 postes offensifs. Donc, un joker de luxe pour l'attaque, si tu as besoin à droite, à gauche ou dans l'axe. Guessant est le joueur idoine. Vincent. Mais en fait, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux attendre Lyon un peu comme tu as attendu Lille et pas avoir le ballon, il faut faire jouer Mofi parce qu'en transition rapide, c'est certainement le meilleur attaquant de Ligue 1. Si, comme le souhaite Farioli, tu souhaites avoir la possession, mais avec Lyon, ça va être compliqué. Mais moi, je trouve Guessant plus habile dans cette capacité à redoubler les passes. Donc moi, je trouve qu'il a répondu présent à Lorient. Il a marqué. On dit souvent qu'un attaquant qui marque, il doit encore avoir sa chance. On voit que Farioli il fait confiance à des jeunes joueurs. Pour moi, il devrait encore lui faire confiance en pointe contre Lyon. Compliqué, Alexandre, un joueur que tu as acheté 30 millions d'euros, Terem Moffi, de se faire peut-être piquer la place par un jeune du centre qui a fait une saison assez moyenne du côté de Nantes la saison dernière. Je pense qu'il est tôt pour dire qu'il lui a pris sa place, déjà, premièrement. Et après, je pense que c'est intéressant d'avoir des jeunes qui te poussent à t'entraîner, à performer à l'entraînement régulièrement, à toujours augmenter un peu ton niveau et à rester toujours en alerte. Donc, au contraire, il va le pousser à être toujours le plus haut possible, parce que tu peux vite t'endormir si tu n'as pas de remplaçant de qualité. Là, il sait que s'il va être moyen, il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a faim, qui va le remplacer rapidement. Donc moi, je pense que ni pour ni contre, mais bien sûr, Terem Moffi plus d'expérience, plus de capacité, peut-être sur l'aspect mental, une meilleure gestion peut-être durant les matchs. Il a un répertoire peut-être un peu plus complet au jour d'aujourd'hui. Donc, mais en tout cas, ouais, Evan, il est là pour optimiser un peu les performances aussi de Terem. C'est une concurrence saine, on va dire. Concurrence saine. Moffi, Guessant, qui doit être titulaire face à Lyon. Moi, j'ai trouvé le pour-contre d'un très haut niveau, ce qui n'est pas toujours le cas. Ok. Tu vois, c'est pas l'unanimité avant l'émission. Et donc, c'est vrai que j'étais sensible aux arguments de l'un comme de l'autre. Cela dit, je laisserai quand même Moffi dans l'axe. Et parce que autant, c'est pas ça le débat, attention. Autant Guessant, il peut jouer sur le côté. Ah voilà. Non, mais là on parle Moffi vraiment peut pas jouer sur le côté. Moffi Guessant titulaire dans l'axe. On aurait dû préciser donc Guessant remplaçant. Donc Guessant ou sur le côté ou sur le banc. Ou remplaçant. Je précise, je suis pour Guessant sur un côté et Moffi en pointe, si on change le débat. C'était exactement ça le débat. C'est Guessant titulaire en pointe ou pas. Voilà, faut préciser. En tous les cas, on va écouter ce qu'en pense le coach de l'OGC Nice, Francesco Farioli. Son avis sur Evan Guessant devant la caméra de Philippe Bertini. Di Evan, secondo me ha fatto una partita, come giustamente sottolineato, una partita di grande spessore. Evan Guessant, comme vous l'avez souligné, a fait un très très gros match contre Lorient. Et je l'avais dit dans la conférence d'avant-match, tous les joueurs offensifs, vraiment, je suis satisfait de leur apport. Et je n'ai pas un 11 type dont je peux affirmer qu'il fera du début à la fin de la saison. Il y aura des changements selon les situations et Evan Guessant est un joueur très important comme tous les autres et le réduire au rôle de simple alternative serait très réducteur. E quindi ripeto, per me è un giocatore, ripeto, veramente importante e definirlo alternativa mi sembra molto limitante. Voilà donc ce que l'on peut dire sur Evan Guessant. On verra dans la compo probable de Will tout à l'heure où tu l'as placé, si tu l'as placé sur le banc, si tu l'as placé sur le terrain. Tu parlais d'un grand gagnant de ce début de saison, c'est Evan Guessant. Il y a peut-être 2 grands perdants. Ce sont plutôt Boudaoui et Lotomba. Vincent, parce que c'est vrai que Boudaoui est rentré en jeu, ça n'a pas été terrible face à Lorient, et Jordan Lotomba serait sur le départ. Et ouais, mais ce qui est intéressant, ce qu'on peut remarquer, c'est que ceux qui ont été quand même très performants lors de la deuxième partie de saison sous Didier Digard, ce sont un peu ceux qui aujourd'hui ont un peu disparu des radars. Alors est-ce que c'est de la volonté d'un coach? Je pense pas, mais il y a toujours quand même chez un nouveau coach la volonté de marquer son territoire. Et on voit que Boudaoui, qui était quand même le maillon essentiel du 4-3-3 de Didier Digard devant la défense et qui a souvent été assez remarquable dans ces matchs. Lotomba, qu'on n'avait jamais vu aussi fort, d'un coup il se retrouve un petit peu de nouveau en retrait par rapport à Youssef Attal. Bouanani, qui a quand même été lors des 4 derniers mois, l'un des meilleurs joueurs niçois également, qu'on voit peu. Il y a également Kasper Schmeichel, on y reviendra plus tard, qui lui a perdu sa place de numéro 1. On en parlait tout à l'heure avec Will, voilà, ça va être aussi, chez Farioli, sa capacité à gérer les égos des uns et des autres. C'est ce qui est très dur chez un entraîneur, parce que Boudaoui, je ne pense pas que ce soit un bon remplaçant. Lotomba, il a la volonté de partir.
C'est ça le problème, c'est que si Boudaoui nous fait des entrées en jeu comme il a fait contre Lorient sur tous les matchs, ça ne sert plus à rien de l'avoir dans l'effectif. Je l'ai trouvé quand même assez surprenant cette entrée en jeu où vraiment, même dans le repli, il était en footing. Boudaoui boudeur, quoi. Ouais, Boudaoui boudeur. Et c'est surprenant de sa part. Je pense que ça va pas durer non plus. Mais là, encore une fois, c'est pas chez Boudaoui et Lotomba que je trouve des reproches. C'est plutôt leur gestion. La gestion, et surtout, il y a une concurrence qui est différente par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, quand je vois Youssef Attal, c'est pas le Youssef 2.0, mais c'est un Youssef qui enchaîne, c'est un Youssef qui est décisif sur le but à Lorient. Et pour moi, je suis désolé, mais Youssef, dans la hiérarchie, il est devant Jordan. Donc, si Jordan veut jouer, c'est à lui de pousser au cul. Un peu comme Guessant pousse au cul des attaquants. Mais peut-être qu'il pensait peut-être jouer plutôt à gauche, Lotomba, alors à ce moment-là, en attendant l'arrivée d'un arrière-gauche. Et c'est ça qui le frustre peut-être un peu aujourd'hui aussi. Je peux comprendre franchement la frustration de Lotomba. Je ne mets pas du tout en cause les choix d'un entraîneur qui sont hyper complexes. Mais je me mets à sa place et je me dis, il faut que je fasse quoi pour enchaîner en fait. Il sort quand même de 6 derniers mois, Lotomba, où il était... C'est sa 4e saison, il a fait 6 bons mois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais on disait quand même, avant le début de saison, que de tous les latéraux que tu avais, c'est celui qui t'apportait le plus de garantie. Et première journée, bench. Bon, deuxième journée, tu le vois pas. Ou non, et on peut quand même considérer que contre Lille, sa deuxième mi-temps, elle est plutôt convaincante. Alors peut-être que je me trompe. C'est l'auteur de la faute qui amène le... Une main. Après, on défend pas, je suis pas la jambe de Lotomba. Je regarde de manière très objective. Je pense que c'est un garçon qui a quand même des arguments. Philippe, Lotomba, Boudaoui, c'est un peu... ça serait dommage de se presser de ces joueurs-là. Les joueurs, quand ils signent, ils disent toujours moi, j'ai pas peur de la concurrence. Voilà, au contraire, elle me nourrit. Puis dès qu'il y a de la concurrence, ils sont pas contents. Donc, c'est vrai que pour un coach, c'est pas facile. Mais c'est vrai que c'est là aussi qu'il faut pas les perdre. Il faut dans un groupe, faut les garder. Il faut que Farioli soit bon dans le management pour pas perdre des joueurs comme ça, quoi. Parce que Boudaoui et Lotomba, sur ce qu'ils avaient montré ces derniers temps, c'est pas des seconds couteaux. C'est surtout Boudaoui. Je pense que Farioli n'a pas encore pris la mesure du joueur que c'est. De cette capacité qu'il peut lui amener dans cette équipe par son volume de jeu, par ses qualités techniques. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas encore mesuré toute l'étendue du talent de Hicham. Mais c'est hyper compliqué pour Boudaoui. Quand il y a Youssouf, donc il ne peut plus jouer devant la défense, donc c'est le remplaçant de Sanson et Thuram qui joueront tous les matchs titulaires. Et quand Todibo n'est pas dans le 11, c'est Rosario qui va en défense centrale et pas Youssouf. Donc lui, il se dit... Alors qu'il a été recruté à la base pour ça. Dans la rotation, pour jouer, même à Lorient, à un moment, à la 60e, il entre très tardivement. Et son entrée, qui est vraiment mauvaise, c'est celle d'un garçon qui traîne la patte. Qui n'est pas content. D'autant plus, Alex, qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année pour le GC Nice. On l'a dit, il n'y aura que 34 matchs, un match par semaine à jouer seulement. Donc voilà, il va falloir les gérer, ces joueurs qui auront peu de temps de jeu en fait. Ouais, clairement, on en parlait avant avec le coach, il va devoir bien gérer, on va dire, cet effectif. Mais la concurrence, elle est importante. Elle est importante pour une équipe, pour pouvoir justement atteindre des objectifs élevés. S'il n'y a pas de concurrence, c'est difficile de vraiment, je pense, d'avoir ces objectifs-là. Et dans le passé, c'est peut-être ce qui nous manquait la deuxième année, en 2013-2014, quand on joue la Coupe d'Europe, on manquait un peu d'effectifs. Mais Claude Puel, là-dessus, il a toujours réussi à créer un peu cette émulation, essayer de tirer un peu le meilleur de chacun. Et c'est important. Et je pense que Boudaoui, très vite, il va se remettre au travail. Je ne sais pas s'il boudait ou pas, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, que ce soit lui, que ce soit Lotomba, quand on a des joueurs de qualité sur le banc, à un moment donné, si on s'entraîne bien, dès que le joueur titulaire, entre guillemets, est moins bon, on a sa chance. Et donc c'est la réalité. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Parce que le problème de cette équipe de l'OGC Nice, on en parlait aussi un petit peu, c'est sa profondeur d'effectifs. Pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore toutes les recrues qui sont arrivées, se passer d'un Boudaoui, se passer d'un Lotomba, en tous les cas les perdre, déjà que tu n'as pas grand monde au très haut niveau sur le banc, ça serait un peu dommageable, Philippe. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Puis en plus, avec des matchs qui durent, durent 115 minutes. Je trouve pas. Ouais. Pourquoi ? Je trouve que tu n'as pas beaucoup de jeunes sur le banc. À l'époque d'Alex et de Claude Puel, il n'y avait que des jeunes sur le banc. T'as Buonani, t'as Rosario, t'as Beka, t'as Boudaoui, t'as Lotomba, t'as devant, t'as Brahimi, t'as pas de jeunes. T'as 2 jeunes, c'est Belayan et Buonani. Pour moi, il faut arrêter de dire que c'est un jeune. Brahimi, tu le mets plus dans les jeunes.
Ouais, c'est un joueur qui a pas eu qui a pas fait de grands exploits, mais c'est un joueur qui t'a fait gagner un match à Cologne en Coupe d'Europe. Tu vois, il peut t'apporter quelque chose entre guillemets. BKBK, tu le mets plus dans les jeunes joueurs. Bah, bien sûr que non. Et tu sais le salaire qu'il a, BKBK. Tu le considères comme un jeune joueur qui a âgé à BKBK à 22 ans. Mais non, mais il faut arrêter de considérer. C'est pas le jeune que tu vas asseoir sur le banc. Tu vas dire, tu vas faire jouer, tu vas rentrer 10 fois et il va être pour content. toi, l'effectif est assez profond aujourd'hui. Bien sûr. L'effectif de Nice aujourd'hui. Ouais. Et ouais. Si t'as pas de blessés, t'as un effectif tout à fait cohérent. Une fois que t'auras pris Digne et un autre, ça va. T'as 34 matchs. Plutôt, mais on verra. On parlera effectivement du feuilleton Lucas Digne également. Ouais. Devant, t'as du monde. T'as du monde, t'as Mofi Guessant. T'as Boga aussi, t'as Claude Maurice. Je sais pas, demande à Alex, quand ils ont fini 4ème, si Zvitani qui se blessait, si Esseri qui se blessait, tu mettais qui La Bozette. Luigi Bruins. Bah oui, non, mais c'était des gamins. Oui. Bozetti, Mopé, et quand à la fin c'était Esseri qui se blessait, tu faisais jouer Luigi Bruins. Hein. C'est vrai que là, t'as beaucoup. T'avais réussi à ressusciter Fabrice Abriel, qui jouait sur une jambe, voilà. Qui était plutôt pas mal. Non. Qui avait fait une bonne dernière saison. Puis il est quand même important de rappeler, on dit les grands perdants, mais c'est 2 journées, la saison, c'est quand même le jeu. Les cartons, on voit que Farioli fait très attention, donc ça les peut grands très perdants vite basculer. Ces 2 premières journées, mais ça ne rentrait pas sur le bandeau. Donc on a mis les grands perdants. Non mais il faut être très précis. Tout simplement. On précise. Non mais du début de saison, oui. Mais juste de ce début de saison. T'es Boudaoui ou t'es Lotomba, t'es pas content. Hein. Allez, on passe à l'indiscret. On pourra rajouter Diop dans les grands perdants. Et c'est un indiscret, Vincent, qui concerne notre ami Kasper Schmeichel. L'ami de Gym Tonic. Hein. Ça fait un an, on en parle chaque semaine en bien, hein, vraiment. Et là, c'est pour annoncer, je sais pas si ça va être bien accueilli par les supporters. La mauvaise nouvelle. Mais voilà, la volonté de Kasper Schmeichel d'honorer ses 2 dernières années de contrat à l'OGC Nice. Bien sûr. Il a absolument plus l'intention de quitter le club. Il reste 1 semaine, donc voilà, attention, il peut encore tout se passer en période de mercato. Il peut y avoir des blessures de gardien, des départs, des arrivées. Voilà, on a vu que Courtois s'est fait les croisés récemment, donc il peut y avoir un jeu de chaises musicales. Mais il lui reste 2 ans de contrat. Et le message qu'il fait passer, en tous les cas, c'est ça. C'est que voilà, il a l'intention de rester, il est en mode combatif. Il va gagner sa place. Il va essayer de mettre la pression, entre guillemets, sur Marcin Bulka. Peut-être que les dirigeants niçois se disent également que voilà, tu as un numéro 1 bis qui est quand même pas non plus un bidon de l'année. Et donc tu n'as pas l'obligation de recruter un autre gardien, et surtout à 2 ans de contrat avec le salaire de ministre que lui a offert les Dave Barisford et compagnie. Il faut lui donner 5 millions en gros pour le libérer. Donc personne ne lui donnera ça. Et Kasper Schmeichel, je vois mal un club lui offrir le même contrat qu'il a à Nice. Donc voilà, l'équation elle est assez simple. Il va falloir encore certainement faire avec Kasper Schmeichel. Et Bulka, il va falloir qu'il soit costaud. Mais là, on parlait tout à l'heure de concurrence. Ça fait partie du sport de haut niveau. Tu n'as pas que des copains dans l'effectif. Et ben Marcin, il a été très bon contre Lille. Je l'ai trouvé pas mal à Lorient. Je trouve que sur le but, c'est très compliqué, mais c'est une situation où Schmeichel, en handballeur qu'il est, il aurait pu peut-être faire un peu mieux. Il peut y avoir débat. Mais. Il n'est pas trop d'accord. Non, mais encore heureux qu'on n'est pas tous d'accord sur le foot. Mais voilà, de toute façon, c'est Bulka qui a la main, et c'est à Bulka de jouer. Il accepterait d'être remplacé. Mais voilà, moi, c'est la question que je voulais poser, parce que c'est vrai qu'on a tous dit ici depuis le début que dans la vie de groupe, Kasper Schmeichel, c'était pas le premier à payer son apéro. Là, est-ce qu'il peut... Ici, il n'y a que des bons remplaçants. Alors... Voilà, nous, on paye l'apéro partout. Mais est-ce que, justement, il ne peut pas empoisonner un petit peu cette vie de groupe ? Je pense qu'il était temps qu'ils comprennent que le football, c'est fait de concurrence et de choix d'entraîneur. Et c'est à toi aussi de montrer à l'entraîneur que c'est toi le meilleur. C'est la première fois que ça lui arrive. Hein. Il a quand même un certain âge, Kasper. Il fallait bien à un moment donné aussi que ça arrive dans sa carrière. Et moi, ce qui me désolait avant tout, c'était cette réaction de boudeur. Le Farioli avait nommé Bulka sur le premier match. Je veux rentrer chez moi, je veux souffler, je veux avoir des jours de repos. Mais ça, c'est pas une attitude acceptable. Alex, tu as été dans un groupe, c'est pas une attitude acceptable de la part d'un joueur qui apprend qu'il va être numéro 2 ou en tous les cas qu'il va être remplaçant et qui rentre chez lui, quoi. On n'a pas tous les éléments. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas les discussions. Oui, vous avez peut-être plus que moi, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de garder l'équilibre au sein du vestiaire. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Que soit le coach, que soit les hautes sphères, la présidence, le directeur sportif, ils doivent veiller à cela. Et je pense qu'il
il y aura une ligne conductrice qui va être mise en place avec Casper, si jamais il est amené à rester. Maintenant, lui aussi, il doit ranger un peu. C'est lui qui doit un peu aussi accepter la situation et il doit regagner sa place. Et s'il est compétiteur, il va tout faire pour le faire. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau ou pas? Et qu'est-ce qu'attend le coach? Et quel profil il veut? Dans le jeu au pied, on va dire que Schmeichel est rassurant. Et puis le coach l'a dit encore en conférence de presse, pour lui, il n'y a pas encore de numéro 1 Bulka, numéro 2 Schmeichel. Il peut renverser la tendance. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Mais pourquoi pas? Il est auteur d'une deuxième bonne partie de saison, Kasper Schmeichel. Et puis, on a assez noté ces déboires extra-sportifs. Voilà, c'est pas forcément un leader exemplaire. Ça, c'est ce sur le terrain quand même chez lui. Alex va le confirmer. Rappelez-vous quand même rien ne sortait parce qu'on les aimait énormément, ils marquaient but sur but, mais que ce soit Hatem Ben Arfa, qu'on adore, ou Mario Balotelli, que tout le monde adorait. Ouais, mais ils savaient mettre l'ambiance dans un groupe. Je suis désolé. Oui, d'accord. Mais quand on parle d'exemplarité dans un vestiaire, il faudrait demander à Jean-Pierre River et Julien Fournier. Moi, je me rappelle d'une fin de saison où, pour un petit souci de prime. Oui, d'accord, mais ça va. Non, mais voilà. Et puis, c'est des trucs de fin de saison, je suis d'accord avec toi, Vincent. Mais bon, Kasper Schmeichel, comme l'a dit Philippe. Mais c'est quand on parle d'équilibre, peut-être que Schmeichel, il va accepter au salaire qui est le sien d'être un bon numéro 1 bis et de faire son travail. C'est-à-dire de venir s'entraîner. Implique que tu joues un petit peu de temps en temps. Mais là, 34 matchs, peut-être qu'il ne va pas jouer, mais d'être quand même un allié de ton équipe, de ton club. On va se retrouver comme Donnarumma Navas au Paris Saint-Germain, donc avec un Bulka Schmeichel. Mais c'est la faute du club. Alors, on va braquer personne pour avoir ces 3 ans de contrat en fait. Mais on va le prendre positivement. Est-ce que ça peut inciter Marcin Bulka, Philippe, à être meilleur, la concurrence de Kasper derrière? Moi, je trouve... prendre positivement un débat sur le gardien, moi, je n'arrive pas. C'est autant sur l'ailier gauche, on peut discuter, autant sur le gardien, il ne doit pas y avoir de débat, il ne doit pas y avoir de pression, il ne doit pas y avoir un titulaire, un remplaçant. Et moi, j'ai bien peur que Schmeichel ne se mette jamais dans la peau d'un remplaçant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Est-ce que Martin, l'an dernier, a été un bon remplaçant? Plutôt, oui. Il n'était pas très content de son statut. D'accord, mais bon, dans le groupe, il a toujours été jovial et bien sûr, sympa. Il avait des alliés dans le groupe. Voilà. Mais c'est là, en fait, la frontière, parfois, c'est hyper compliqué. Lui, il n'est même pas sur la feuille de match. Et puis, attendez, il y a un Euro à jouer, peut-être pour Kasper Schmeichel avec l'équipe du Danemark. Mais celui qui est le plus gros fautif dans cette histoire, c'est quand même celui qui lui a fait signer 3 ans de contrat à ce prix-là. Oui, et puis il faut dire aussi que si Kasper, aujourd'hui, il veut rester, c'est aussi parce qu'il n'a pas non plus... Il n'a pas 100 000 clubs. Pas du tout. Et puis surtout, il a un énorme contrat à Nice. Je ne sais pas combien il est exactement, mais si tu es à 2-3 millions d'euros annuels à Nice, sur la Côte d'Azur, la belle villa, les enfants, tu veux qu'il va aller où? Et c'est pas Nottingham Forest qui va s'éclater. Mais non, mais voilà, numéro 1. Et on se rappelle, c'est compliqué. Moi, je me rappelle un jeune gardien qui était prometteur également, on en revient il y a 10 ans avec Claude Puel et Alex, c'était Joris Del. Il avait démarré titulaire. Claude avait dit, David Ospina, il va devenir numéro 1. Ça a duré 8 matchs. Tant que ça? Ça a duré 8 matchs. Un match à Montpellier, ils en prennent 3 avec Renato et Nemanja Pesinovic, qui eux voulaient jouer depuis un bail avec David. Et Claude s'était résolu à remettre David Ospina. Donc pour Martin, moi je trouve que c'est pas... Il va falloir faire attention à ça, à la vie de groupe. D'avoir Kasper. Au contraire, moi je prends ça plutôt positivement. Je me dis, il y a la concurrence saine. Saine. Il y a une concurrence. Saine, elle n'est pas saine parce que le personnage n'est pas. Et voilà, non mais attendez, on l'a dit toute la saison dernière. Le père de Kasper Schmeichel, d'accord, c'est Peter Schmeichel. Qui est Peter Schmeichel? L'un des meilleurs amis, en tous les cas, quelqu'un de très proche de Jim Ratcliffe. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas faire le bordel entre guillemets dans l'équipe? Qui a les cartes en main aujourd'hui? Qui joue? Marcin Bulka. Mais qui paye? Oui, mais si Marcin Bulka est bon, il n'y aura pas de débat. Marcin Bulka restera dans les buts. Il faut qu'il soit bon 33 journées. Ouais, attention qu'il s'en loupe pas une fois. Je suis pas certain que parce que là, tu peux vite monter à changer s'il y a une bêtise, une boulette. Bon, on va voir. Surtout avec le jeu qu'il prône, avec des relances, du jeu au pied et compagnie. Donc on verra. De toute façon, on fait un débat au bout de 2 matchs. Mais moi, je pense que pour l'OGC Nice, avoir un Kasper Schmeichel en numéro 2, c'est mieux qu'avoir un Teddy Boulendi. Pour l'instant. Voilà. C'est important, je pense, d'avoir de la sérénité, comme disait Philippe, autour du gardien. C'est vraiment pas particulier. Et, tu vois, moi j'ai travaillé avec Joël Batz, il était vraiment attentif à ça, Lionel Letizia aussi.
qu'on fait quand même des bonnes carrières. Je pense que c'est important. Vraiment, la sérénité, c'est bien définir t'es numéro 1, t'es numéro 2. Évidemment, si tu es pas bon à un moment donné, on peut changer. Mais c'est un poste où tu as besoin de sérénité. Rappelez-vous même, on va remonter encore plus loin, entre Grégory Coupé et Fabien Barthez, les histoires que ça avait fait, parce que... il avait quitté Tignes. Grégory Coupé qui avait quitté le stage et qui était revenu après derrière. Parce que si Schmeichel il se met sur le banc là, contre Lyon les prochains matchs, il ne va pas sauter au plafond à chaque arrêt de Boulka. Non, mais il ne va pas sourire beaucoup non plus sur ce banc-là. Pour Schmeichel. Allez, on parle maintenant d'un autre joueur qui agite le mercato niçois, dans le sens des départs plutôt. C'est Jean-Claire Todibo. Alors, il y a une semaine, on pouvait être sûr qu'il allait partir, notre ami Jean-Claire. Et puis là, c'est le statu quo, alors qu'il reste une semaine de mercato, mon cher Will. Donc une semaine, il peut se passer encore énormément de choses. Mais tu as écrit ce matin que la tendance était maintenant qu'il reste. Ouais, parce que Manchester United ne bouge pas. Maguire n'a pas du tout l'intention de bouger. Est-ce que Manchester s'est plutôt résolu à rester dans cet état-là, avec cet effectif-là? Surtout que Todibo, c'est une certitude, ce ne sera pas moins de 40 millions. Florent Ghisolfi n'a pas du tout l'intention de faire un effort, de descendre. C'est 40 millions minimum. Et c'est déjà pas mal, compte tenu d'un Dizazi à 45, par exemple. Mais avec un Todibo qui a quand même encore 4 années de contrat. Non, mais pour te dire et un salaire... Et au niveau très confortable Todibo par rapport à Dizazi. Voilà, il n'a pas de sélection internationale, mais il avait été appelé dans le groupe des Bleus. Donc on peut le considérer comme un international. C'est quoi, il a marqué un but, mais derrière ils prennent 3 le deuxième match. Non, mais ça va, c'est pire comme début. Bien sûr, il y a pire. 45 millions. Quoi. Mais donc voilà, la situation aujourd'hui, elle est très calme. Et comme on l'avait déjà dit, si elle devait... Alors, Todibo, c'est une réalité. C'est quoi son état d'esprit là aujourd'hui? Voilà, il aimerait que ça soit réglé. Ça soit réglé. Quoi, genre, tu restes, c'est fini, ou tu pars, t'inquiète pas, tu vas partir? Le problème, c'est que c'est pas l'OGC Nice qui a la main. Parce que c'est pas l'OGC Nice qui va dire à Todibo, tu restes, c'est fini. Parce que si Manchester arrive, tape à la porte et vient avec 50 millions, l'OGC Nice va lui dire, ok, tu as ton bon de sortie. Donc il le sait. Donc en fait, bah oui. Mais bon, à une semaine, à 5 jours, voilà. Il faut le dire à 5 jours. Là-haut, dis-moi. Fini. Hein. Mais non, tu peux pas non plus te laisser marcher dessus comme ça par Manchester. Pas prendre l'OGC Nice pour des pimpins en se disant ils ont rien préparé derrière non plus. Oui, non, mais c'est ça. Ils sont pas là, toi, la semaine dernière. Crou. Et non, mais c'est une réalité. Alors, il est un peu chafouin de tout ça, mais si, encore une fois, s'il doit rester, ce ne sera pas le plus malheureux. Hein. Surtout que, bon, aujourd'hui, à l'OGC Nice, il y a de quoi faire. Hein. C'était un de nos débats de la semaine dernière, mais c'est clair qu'une équipe qui a Jean-Claire Todibo doit tout faire pour le garder aujourd'hui. Je pense c'est un élément important de l'effectif. Il a une bonne complémentarité avec Dante et il a vraiment un poids important. Je pense que l'année dernière, ils ont prouvé beaucoup de bonnes choses ensemble. Il y avait une belle solidité défensive, une bonne assise et c'était un peu la marque de fabrique un peu de Didier. Et non, même dans la mentalité, dans l'état d'esprit, je pense que c'est important de le garder. Après, ils ont certainement des options B de remplacement peut-être. Après, on ne maîtrise pas tout, mais à Nice, il ne faut pas oublier, on est pas mal la dernière semaine de mercato, les derniers jours. Ouais. On a fait des bons coups. On a fait des bons coups aussi. Et ça nous amène justement... On a raté même Bamba Dieng, heureusement. Ouais, heureusement. Ça nous amène justement aux dernières infos mercato, messieurs. Alors, il y a un feuilleton, là aussi. C'est dans le sens des arrivées. C'est ce feuilleton Lucas Digne. Le gars, il doit signer en début de semaine à OGC Nice, passer sa visite médicale. Il est aligné, il met une passe D le week-end dernier et 2 passes D cette semaine. 3 passes D. 3 passes D. Il fait triplé de passes D dans le même match. Dans le même match. C'est mort, là. Il ne viendra jamais. Non, faut payer. Non, mais... C'est pas mort, mais c'est sûr que c'est plus dans le timing espéré par l'OGC Nice. Clairement, l'OGC Nice pensait qu'en début de semaine, ça serait réglé et que Lucas Digne serait dans le 11 face à l'Olympique Lyonnais dimanche. Donc aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, mais ce n'est pas fini pour autant parce que Lucas Digne veut venir à l'OGC Nice. Il l'a dit à ses dirigeants, il l'a dit à son entraîneur. Le problème, c'est que Aston Villa, le titulaire, ce n'est pas Lucas Digne, c'est Alex Moreno et il est blessé actuellement. Donc si Aston Villa laissait partir Lucas Digne, il n'avait pas d'arrière gauche. Ils avaient un barrage quand même barrage de Ligue Europa Conférence à jouer. Unai Emery ne voulait pas laisser partir Lucas Digne avant ce match. Lucas Digne, là où il a eu une
il n'a pas eu une très bonne idée, c'est de faire un gros match et de faire 3 passes D, quoi. On va pas lui en vouloir. Un petit peu quand même, franchement. Quand tu veux partir... Ça veut dire que le mec, il donne tout pour son équipe, voilà. et c'est déjà bien. Quand même. Il a Toi, compliqué. t'aurais préféré quoi qu'il se blesse Si je Non, me se rappelle blesser, non. d'un exemple, Esseric à Amsterdam, qui sait qu'il doit partir à la Fiorentina dans les jours qui suivent. Franchement, il avait été exemplaire. Tu étais. Ouais, bien sûr. Et on avait été quand même bien content qu'il fasse ce match-là. Non, mais on ne peut pas tirer sur un joueur qui joue le Ils jeu. sont pas très contents qu'il ait fait ce match-là. Ah non, mais évidemment. Ça rappelle l'histoire de Clément Grenier Exactement. à l'époque, où Gourcuff Tu fais les croisés, Grenier fait un match de foot. avec Grenier fait un match de foot. Non, mais récupère les pieds Grenier. Comme quoi, dans le foot, tout va très vite. Mais en tout cas, Aston Villa est au courant de la volonté de son joueur. Et ils sont pas fous non plus quand un joueur souhaite partir. Ils sont déjà en quête d'un autre latéral gauche. Hein. Sauf que c'est un prêt avec option d'achat. Et là, Aston Villa, ils vont vouloir dire « Oh les gars, là, notre joueur, il fait 3 passes D, 4 passes D en deux matchs. Il va falloir aligner peut-être les biftons plutôt que votre prêt avec option d'achat. » Si là, tu veux sortir le Tomba, contre Lyon, il fait 3 passes D. Tu fais quoi? Tu le brades? C'est toujours pareil. Ben non, mais donc le problème c'est que tu as mis 18 millions sur Boga, t'as plus un copec là. T'as pas vendu Todibo. T'as pas vendu vendu Brahimi, t'as pas vendu Beka, t'as Schmeichel qui va te coûter un bras. Donc t'essayes de faire des deals comme tu peux. Mais ça va faire à Philippe ça. Hein. Avec Ineos, on fait des deals comme on peut. On se croirait revenu de temps des actionnaires sino-américains ou même encore plus loin avec le bon Maurice Cohen et tout ça. En fait, je vais dire, c'est Ineos derrière. C'est dommage, mais moi, dans les années 70, j'ai vu Nice rater Mario Kempes, qui avait été élu meilleur joueur du tournoi jeune de Cannes. Et puis, un peu plus tard, j'ai vu Leuillet qui est parti en Argentine pour chercher à l'époque le meilleur joueur brésilien argentin qui s'appelait Brindisi. Et ses parents sont venus le chercher à l'aéroport. Il allait prendre l'avion avec le président. Donc après... Non mais quand on te dit il n'y a pas d'argent pour faire signer Lucas Digne... Oui, ça fait un peu mal. Quand même. Ça fait un peu mal, mais Ineos... Moi je veux bien changement de voilure, tout ça, mais Ineos, ils ont mis de l'argent depuis qu'ils étaient là. 300 millions. 300 millions. 300 millions pour jouer quoi? Pour quelle qualification en Ligue des Champions? Un quart de finale d'Europa League Conférence. Voilà. Donc au bout d'un moment, Jim Ratcliffe, il est pas fou, il est pas là pour si, il est fou, il voulait mettre 6 milliards sur Manchester. En plus, son joueur préféré, c'est Barre. Non, mais il ne faut pas abuser non plus. C'est une blague. Oui, mais c'est... Voilà, moi je peux comprendre aujourd'hui, et on l'avait déjà dit, je trouve ça plus cohérent de dire d'abord ayons des résultats, et attention, si on a des résultats, là, on renverra un peu de la monnaie pour atteindre des objectifs plus hauts. Mais aujourd'hui, quand ils ont envoyé 300 millions et que tu as joué 0 fois la Ligue des Champions, je peux comprendre qu'on dise, bon, le robinet, il est un peu coupé. Oui, enfin bon, c'est surtout toi avec ton recrutement bidon de Pimpin qui te met aussi dans les 300 millions. Florent, il doit être dégoûté d'être arrivé un an trop tard, en fait. Bah oui, exactement. Parce que s'il était arrivé, s'il avait eu les clés du camion comme Dave l'été dernier... Il te faisait Wai. Au sujet de Manchester et Ah oui, tiens, c'est quoi les news au sujet de Manchester? On a dit là que j'ai aucune info. Ils vont le vendre un jour, ce club. Non, c'est ce qu'on disait. Il y aura Maurice Cohen sur le coup. Je pense que les Glazers sont des... Enfin, ils n'ont pas tellement envie que ça de lâcher le club, en fait. Et donc, je pense que dans leur plan, c'était faire une première appel d'offres, voir un peu les montants qu'ils pouvaient en retirer et se dire, en cas l'année prochaine, ça peut peut-être un peu encore monter. Et, il faut monter les enchères, quoi. Ouais, voilà. Ils n'ont pas tellement envie de quitter leur siège à Manchester. Désolé, c'est quand je vois ce que font des clubs comme Lens et Rennes, en fait. Bah oui. En fait, ils font ce que aurait dû faire Nice. Les Doku, des joueurs sur lesquels tu étais il y a 2-3 ans, que tu revends 60 millions à Manchester City, tu as la capacité. Mais Rennes avait mis quand même 25 millions sur Doku. Parce que Nice n'était pas capable mis quand même 20 millions sur Dolberg, tu avais fait des gros investissements, tu as mis 20 millions sur Diop, tu as fait 15 millions sur BK, mais c'est pas mal d'erreurs de casting, et même Lens, tu vois, qui a cette capacité à mettre aujourd'hui 35 millions sur Wai. Wai, c'est un garçon peut-être qu'il y a un an aurait pu être niçois, et tu as le sentiment que Nice est un petit peu aujourd'hui revenu, comme tu le disais, 4-5 ans en arrière, où tu tentes, tu bricoles jusqu'au bout, et à la moindre opportunité. Ouais, plutôt même le moindre obstacle, Digne il a mis 3 passes D, c'est fini, quoi. Rassure-moi, Jean-Pierre River ne veut pas faire Cavani encore cette saison. Et non, il a signé à Boca. Et par contre, il est persuadé que c'était une bonne idée, même s'il m'en a voulu quand on l'a sorti.
Et il n'a pas un petit joueur dans sa manche, là, comme tous les ans, JP? Il y pense. Hein. Il y a toujours un... Mais bon, il est un peu... Bon, c'est différent maintenant. Ouais. Il laisse faire Florent. C'est Florent qui a du camion. Bon. Allez, Dave. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le mercato. Juste un dernier mot peut-être sur les départs, là, Brahimi, tout ça, là, c'en est où? Ça va partir ou ça va pas partir? Bologne? Il n'y a personne. Ah, il est dans la bolognaise, là. Non. Ils ont même prolongé finalement leur joueur, Bologne, Orsolini, qui était un temps convoité par l'OGC Nice. L'OGC Nice avait fait même une offre. Ouais. Mais finalement, il est resté à Bologne. Et puis Thiago Motta, je pense qu'il a vu les dernières prestations de Brahimi. Il a dit bon. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas vu celle d'avant aussi. Mais il y avait les petits coups de génie, là, les enveloppés contre Ajaccio, but à Marseille, tout ça. Je pense que c'est quand même un mec que tu peux prêter en fin de mercato, Brahimi. Ouais, Meka, en national. avec son salaire, de ministre, pareil. C'est... Vendredi prochain, dernières heures du mercato. Et il peut se passer plein de choses, vraiment. Diop, je pense que s'il y a un club, s'il avait fait un bon match contre, je pense que Nice ne le retient pas, Diop. Ouais, mais il fait pas de bons matchs. Allez, on va suivre ça avec attention. On passe au Zap Gym, les coulisses de l'OGC Nice par les caméras de l'OGC Nice TV. C'est le gym, c'est pour la vie, quoi. Bonjour. Ah, c'est vous. Je vois un logo sur le chapeau, là. Vous venez faire quoi ici? Je vais aller en face à la présentation de l'OGC Nice. En début de saison, c'est toujours important de voir surtout les nouveaux joueurs. En tout cas, moi, j'espère juste que cette année, on cartonne. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on les encourage, en espérant qu'ils fassent une bonne saison. C'est une page blanche. Il faut que l'équipe, le staff, les supporters, on écrive une nouvelle aventure. C'est le 3e entraîneur italien de notre histoire. Et on espère qu'il y sera une marque mémorable. Francesco! Et d'abord, je tenais à vous remercier parce qu'un club de foot, c'est d'abord ses supporters, c'est d'abord ses fans. Et vous savez que quand vous êtes derrière nous, c'est beaucoup plus facile. Et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de belles saisons, de vous donner beaucoup de plaisir, qu'on partage avec un nouveau coach aussi qui nous apporte... où est-ce qu'il est? Il est là. Qui nous apporte beaucoup de bonne humeur, beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'envie. C'est carré la ligue. Il est éteint, hein? Elle est éteinte. Elle a allumé? Tourne, là. Ça tourne. Ouais, c'est carré la ligue. Sexe. Youssef, ça va? Ça va? Tu vas bien? Tranquille? Vraiment chaud. Heureusement, j'ai mis la crème solaire. Putain, sinon je serais comme ça, comme un petit chat. Passe dit! Voilà donc pour le Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les réseaux de l'OGC Nice. Alex, on voyait les images d'entraînement là un petit peu de l'OGC Nice. Il a fait chaud, très chaud ces derniers jours. Sur le plateau, il fait 8000. Sur le plateau, il fait 8000. Si les gens ils nous voient comme vivement la clim. S'il y en a un qui fait un malaise, c'est la chaleur. Il y a deux problèmes. Nos crânes, lui, de chaleur et de transpiration. On a deux problèmes aujourd'hui, il faut le dire. C'est la chaleur et ton t-shirt. Qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, tu n'aimes pas John Rambo? Moi qui aime les films de Woody Allen. Ah ouais, c'est pas pour toi ça. J'ai une espèce de problème avec ton t-shirt. Bon, on revient sérieux. La prochaine émission, mets les bandeaux, comme les tennismen. Je mettrai une perruque. Comme à la Delta. Bon, la chaleur, c'est un élément important dans ce mois d'août. On a vu que le match avait été décalé de Monaco, par exemple. Il y a encore un match décalé, la suite de l'Olympique de Marseille, de 17 à 19h. Comment on s'entraîne dans ces conditions, Alex? Est-ce que, bon, évidemment, il faut beaucoup s'hydrater, mais est-ce qu'on reproduit des conditions de match ou pas du tout? Il y a différentes stratégies qui sont adoptées selon les staffs de la performance. Donc, à Nice, on a justement une cellule performance qui œuvre un peu dans ce sens, qui analyse, je pense, aussi les pertes hydriques, tout ce qu'on perd aussi en minéraux, et qui ont les compensations pendant l'entraînement, pendant le match, qui sont adaptées à chaque joueur, qui sont individualisées
Parce qu'il y a plein de produits différents qui sont adaptés à chaque physiologie, à chaque corps, à chaque personne. Donc là, il y a une nutritionniste qui s'appelle Miretta qui fait ça, qu'on a vu au bord du terrain à Lille, contre Lille et contre Lorient. Donc non, ils sont assez attentifs là-dessus. Après, au niveau des conditions de match, à un moment donné, c'est bien de s'entraîner dans les conditions dans lesquelles tu vas jouer. Donc c'est sûr qu'une des problématiques, c'était de jouer des matchs à 13h, à 14h, 15h, 16h, 17h. Enfin, sous la chaleur, c'est juste insensé. C'est dangereux. Ça va contre la santé des joueurs. Donc là, la Ligue a été très intelligente de changer certains horaires, de décaler certains matchs. Donc là, c'est déjà une bonne chose, parce que c'est très dangereux. Maintenant, les joueurs doivent donner tout ce qu'ils peuvent, et c'est difficile. Il faut rester aussi, je pense, tolérant, parce que tu vois, à Lyon, là, il y a un arrêté préfectoral, je crois que c'est la ville de Villeurbanne ou autre, où tu n'as pas le droit de t'entraîner, par exemple, par rapport à la chaleur. J'ai entendu ça hier. Tu vois, chaleur, pollution. Les basketteurs pros n'ont pas le droit de s'entraîner, par exemple, parce qu'il fait trop chaud. Tu il y a des alertes à l'ozone aussi, de pollution à l'ozone. Donc nous, on doit jouer plus qu'avant, par exemple. Donc tu devais jouer avant 90-95 minutes, maintenant tu peux jouer 100, 105, 110 minutes. Donc tu vois, et ça, c'est une nouvelle donne que doivent prendre en compte les préparateurs physiques. Bien sûr. Bon, on a parlé avec Laurent Bessière, qui est le chef de la performance à Nice. Oui, tu décales un peu le niveau de performance, tu l'augmentes et tu ajustes l'entraînement. Donc si tu avais des séquences d'entraînement, je te dis une bêtise, de 75-80 minutes, tu vas l'augmenter 80, 85 minutes, 86 minutes. Tu vas l'adapter par rapport à ce que tu vas voir en match, et ce que tu peux rencontrer. Mais on n'arrive pas de manière... je pense d'une manière surprise. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'on a eu des éléments de la Coupe du Monde. Tout ça a été initié pendant la Coupe du Monde. Donc on a les éléments, on a les chiffres de la Coupe du Monde, les datas, qui nous ont permis un peu d'anticiper. Donc forcément, un staff comme l'OGC Nice avec Laurent Bessière, ils ont anticipé tout ça et ils ont mis des stratégies en place, dont la nutrition, mais d'autres éléments. Performance. Ouais, mais c'est important. J'ai l'impression que c'est devenu même des fois plus important que le coach, la cellule performance. Je te taquine un petit peu, mais il y a quand même quelques années, tu avais le préparateur physique qui avait de l'importance. Mais aujourd'hui, tu as l'impression, et notamment à Nice, et d'ailleurs Florent Ghisolfi, il a basé son staff. Tu as l'impression quand même que Laurent Bessière, il a mis ses gars, il a mis en place une structure qui est hyper importante, j'imagine, mais qui c'est presque plus important que le coach. Alors, tu vois, de l'extérieur, tu peux peut-être voir ça, c'est certain. Maintenant, de l'intérieur, c'est important d'avoir, entre guillemets, ce staff et cette personne qui va gérer tout un staff. Okay. Il y a un staff quand même d'une dizaine de personnes, et il faut une personne qui ait un petit peu toutes ses connaissances physiologiques, médicales, paramédicales pour gérer. Mais par exemple, Laurent, il est au service du technique, du tactique, du coach, du directeur sportif. Il adapte on va dire les volontés, les sollicitations selon les volontés du technico-tactique. Donc il est au service du technico-tactique. Donc ça c'est important. Des fois on a l'impression qu'ils ont beaucoup d'importance. Non, c'est juste que voilà, il y a du monde, il faut gérer, il faut qu'il y ait une bonne communication, parce que le problème c'est que quand tu as beaucoup de monde, si la communication est mauvaise, ça va poser quelques soucis. Et là non, au contraire, il est là pour optimiser on va dire les éléments, les informations qui transitent entre le médical, paramédical et le coach. Le coach, il va se concentrer qu'au technico-tactique, et lui, il va centraliser avec les docteurs, les kinés, tout ce qui vont faire la préactivation. Voilà. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Mais il reste à sa place, hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, en ce qui concerne la chaleur, ça devrait aller dimanche soir du côté de l'Alliance Riviera pour Nice-Lyon. On perd beaucoup de degrés dimanche. Ouais, parce qu'il va y avoir des orages, même on nous annonce des orages d'ici dimanche à lundi, donc ça va faire un petit peu baisser la température. Mais en revanche, ce match il va être chaud pour une bonne et simple raison, c'est que Lyon, 2 défaites déjà, Laurent Blanc sur la sellette, Nice, 2 matchs nuls, on ne peut pas dire que tu as réussi tes 2 premiers matchs comptablement parlant. Donc ce sont 3 points qui valent cher, mon cher Philippe. Malheureux vaincu. Eh oui. Celui qui perd ce match, il est déjà un peu dans le dur, quoi. Beaucoup dans le dur peut-être à Lyon et un peu dans le dur à Nice. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et même un match nul, Will. Non, tout sauf nul. Non, mais voilà, ça arrange personne, quoi. Non, ça arrangera personne. Lyon, peut-être que ça les rassurait après 2 défaites de marquer enfin un point, mais je pense que l'objectif des 2 équipes, ce sera les 3 points. Et puis c'est 2 équipes joueuses, 2 équipes qui veulent le ballon. Donc encore une fois, un peu dans ce que Nice avait été confronté à Lille, ça va être un peu dans la même optique face à Lyon, une équipe qui va chercher le ballon. Techniquement, il y a de la qualité.
Il n'y aura pas Lacazette, qui est une bonne nouvelle pour l'OGC Nice. Mais ce sera... faut pas juste s'attarder sur les résultats. Et Lyon, c'est une belle équipe. Mais une équipe dans le dur, quand même. Parce que... Après, ça fait... la troisième journée, on dirait que c'est le match de la peur, quoi. Bah pour Lyon, un peu. Ah, pour Lyon, Ouais, d'accord. La déclaration de Laurent Blanc n'incite pas à l'échelle lyonnaise, 3 défaites de suite. Moi, j'ai vu leur premier match, je ne les ai pas trouvés si mauvais que ça. Mais Francesco Farioli nous l'a dit. À Strasbourg, j'ai trouvé pas mal. Ils doivent gagner à Strasbourg. Mais là, le match de Montpellier, je ne l'ai pas vu, mais... pour Nice, et après, le problème, c'est que sur le match contre Montpellier, ils ont un déficit athlétique au milieu. Et ils ont pris des vagues. Les Montpelliérains attaquent en transition hyper rapidement. Et ils sont très forts là-dessus. Peut-être que Nice, Farioli, s'il a vu le match justement de Montpellier, il va se dire tu les attends un peu et tu peux piquer très rapidement. Mais il n'y a pas Lacazette. Barcola, il veut partir au PSG. Il y a dans les buts, il y a le malheureux qui fait une boulette par match. C'est le moment pour Nice de prendre 3 points et de lancer sa saison. C'est terrible à dire, mais... Oui, c'est vrai. Et on va se retrouver avec un match nul. C'est pas aligné. Quand c'est le moment... C'est pas aligné, mais par contre, il a raison, parce qu'il sait que le coach Farioli, il va avoir le ballon. Mais franchement... Là, contre Lyon, tu vas l'avoir le ballon, En tout cas, ils souhaitent l'avoir. Ils te laisseront le ballon. En tout cas, ils le voudront, le ballon. Mais franchement, moi, je leur laisse un peu. Contre Lille, ils le voulaient aussi. Ils se sont jamais mis dans l'optique de démarrer le match. Lyon, est-ce que Lyon, c'est une équipe qui veut le ballon? Tu peux pas défendre quand t'as Cherki, en possession et en nombre de passes. C'est top 3 Ligue 1. Attention, malgré les défaites. T'as des gamins qui sont quand même des gamins. C'est un gamin encore, mais le petit Ryan Cherki, quand il décide... C'est un espoir encore. Ouais, mais c'est un top joueur. Ouais, de la qualité. Laurent Blanc, il le disait encore ce matin à sa conf que c'est un top joueur, mais qu'il attend plus de lui. Il attend qu'il marque, il attend... Mais c'est le genre de joueur, t'en attendras toujours plus, parce qu'il a telle capacité à changer le cours d'un match. Lors du dernier match, la saison dernière, avec Lacazette à la mi-temps, ils ont je crois, 4-5 occasions, mais très franches. Et c'est à chaque fois Cherki qui est à l'initiative des mouvements. Et je pense que Nice, si tu règles le problème Cherki, certainement avec Youssouf... Non, mais je pense que tu as largement la possibilité de gagner ce match. On va écouter le coach de l'OGC Nice, Francesco Farioli, à propos justement de ce match particulier face à Lyon, du côté des Lyonnais, mais aussi du côté des Niçois. Sicuramente è un... L'ho detto subito dopo la partita di Lorient. Je l'ai dit tout de suite après le match de Lorient, pour nous c'est un match très très dur à préparer, justement pour cette raison-là. Si on commence à sous-estimer une équipe comme l'Olympique Lyonnais juste à cause de leurs 2 premiers matchs loupés, ce serait une énorme erreur de notre part. Donc j'ai insisté sur ça toute la semaine. Ça va être une équipe qui va venir chez nous le couteau entre les dents, ils auront à cœur de se racheter, donc on doit être prêt pour ça. Et j'ajouterais que parfois les résultats sont sévères. Ils se retrouvent avec 0 points, mais je crois que c'est l'équipe qui a créé le plus d'occasions sur les 2 premiers matchs de tout le championnat. Et on est la preuve, nous aussi, qu'on est avec 2 points, mais on mériterait davantage. Donc parfois le résultat ne reflète pas la qualité des prestations. Voilà donc Francesco Farioli sur ce match face à Lyon. On passe, mon cher Will, prépare-toi à la compo probable. Voilà, attends la fin du jingle pour te lever. On enlève la veste. Allez, on va mettre la compo probable à l'écran. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Il n'y aura pas énormément de changements. Déjà, il faut le dire, parce que normalement, Boga ne reviendra pas et Claude Maurice non plus. Plus de certitude pour Claude Maurice, qui a repris un coup là où il avait mal. Et Boga, il va lui laisser plus de temps, je pense. C'est bien, 18 millions d'entrée. Le coach. Ouais, c'est vrai que c'est... Il joue un demi-match. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit rentabilisé comme investissement. Après, il aura besoin de temps pour retrouver sa forme optimale. Voilà. Donc tu as déjà 10 matchs qui sont... Donc la compo, ce sera, semble-t-il, la même que ce début de saison. Cette fois, Todibo, normalement, sera dans le 11. Il est remis de son coup. Voilà, donc Boulka dans les buts. Melvin Bard, qui on n'en a pas parlé. Et Melvin Bard, il fait un bon début de saison. Tu sais quoi ? On ferait focus sur Melvin Bard la semaine prochaine s'il fait un bon match contre Lyon. En espérant qu'on ne lui porte pas l'œil. Parce que c'est son dernier match, c'est digne en plus. Oui, t'as raison, on lui rendra hommage à Melvin pour ses 3 bons matchs. Bravo pour tes 3 bons matchs. Donc Melvin Bard et Youssef Attal sur les côtés. Youssouf, toujours devant la défense pour les protéger. La récompenser de sa passe D.
Alors, c'est rentre dans le projet de jeu du coach. Donc, il n'a pas été condamné pour son erreur. Mais je vais finir par me le mettre dans la bouche. Mais non, mais parce que tu bouges comme ça avec, t'as pas l'habitude encore. C'est quand il va au karaoké. Il se prend pour Claude François. Donc, Youssouf, c'est génial, en fait, là, c'est vachement plus léger. On devrait faire l'émission comme ça une fois. Ah ouais, debout comme ça. Ouais. Bon, on le fait un peu. Ça change, ouais. Allez, laisse-le finir. Voilà, et donc c'est devant que ça devrait changer parce que... Alors, tu m'as mis Guessin à droite. Ouais, parce que Sofiane Diop n'a pas saisi sa chance, loin de là. Donc, Laborde pourrait prendre le côté gauche, Guessin à droite pour laisser la pointe à Terem Mofi, ce qui reste quand même aussi un schéma très intéressant. Donc, pas de Buonanni à droite. Buonanni n'a pas encore, je pense, convaincu le coach de le lancer dès le coup d'envoi. Laborde à gauche, est-ce qu'on a déjà vu ça? On l'a un petit peu vu en match. On l'a un peu vu, en cours de match, mais Laborde, c'est le vrai soldat. Il peut jouer à droite, à gauche, devant. Même s'il fallait jouer dans les buts, je pense qu'il pourrait régler le problème Boulka Schmeichel d'un coup. Une vraie polyvalence. Ouais. Ça fière allure. Voilà. Bah, c'est plutôt pas mal ça pour affronter tu Lyon. disais qu'apparemment il n'y avait pas de banc. Non, profondeur de banc. Non, mais là on parle pas du banc, on parle des titulaires. Sur le banc, ça fait quand même du Diop, du Buonanni, du Boudaoui, du Beka éventuellement, du Rosario, du Lotomba. Du Schmeichel. Ça va. Ça va. Tu joues l'Europe avec ça? Bah, je sais pas, t'es okay. mieux équipé que Lyon. C'est une question. Tu vois, Blanc, il arrête pas de se plaindre, mais peut-être a raison. À l'époque, il y avait un remplaçant. J'ai connu cette époque, un remplaçant. Tu es trop nostalgique, tu vis trop dans le temps passé. Vous êtes un homme du passé, cher Philippe. Et du passif. C'est ce que m'a dit ton banquier. On passe au cadeau, tiens. Tu peux jouer peut-être, le cadeau de la semaine. Ah. Alors, tu avais donné le bon résultat. Il n'y a personne qui a donné avec le buteur. Non, oui, mais les places ont été gagnées, un partout, ça a été gagné. Bah voilà, mais toi, tu avais dit aussi un partout. Bah voilà. Avec un but de... J'aurais pu gagner les places. T'avais pas dit Guessin. J'ai dit Laborde, je crois, non? Non. Je sais pas, au Mofi. Ouais. Non, je crois qu'il avait dit Laborde. Un Mofi, je crois. Ouais. On a checké l'autre fois, je m'en rappelle plus. C'est bien. Mais on refait le prono. T'avais gagné. Le cadeau de la semaine, ce sont 2 places pour Nice-Strasbourg, parce que ça va arriver vite. C'est dès la semaine prochaine. L'OGC Nice affrontera à l'Alliance Riviera Strasbourg. Pour l'instant, le match est prévu à 17h, sauf s'il y a la grand canicule retour de encore. Patrick Vieira. Le grand retour de Patrick Vieira, effectivement, à l'Alliance. Il ne viendra pas sur le plateau Gym Tonic. Riviera, ça fera un thème, tiens, la semaine prochaine aussi dans l'émission. T'as déjà ton souviens-toi, mais ça pourrait être un... Rappelons-nous de Patrick Vieira aussi à l'OGC Nice. Bref, 2 places à gagner pour Nice-Strasbourg. Il faut pronostiquer le score de la rencontre entre Nice et Lyon avec le nom des buteurs pour départager. On rejoue nous, non tout le monde. Tu veux jouer? Tu veux refaire un petit prono? Allez, vas-y. Alex, à toi. Je pense qu'il y aura un vainqueur. Il y aura un vainqueur, ça va être un beau match. Allez, on va dire 2-1. Mais 2-1 avec le buteur. Tu peux gagner des places. Nice-Strasbourg, en plus, c'est ton match. Hein. Non, je ne donnerai pas de vainqueur. 2-1 pour une des 2 équipes. Ça peut être. Non, je mouille pas. Tout ça parce qu'il est. J'ai trop d'amis dans les 2 camps. J'ai trop d'amis dans les 2 camps. Les amis lyonnais, là, non, mais c'est un match qui peut tourner dans les 2 sens. Vraiment, je pense qu'il y aura vraiment un vainqueur. Merci, et ça va être un match. Tu viendras plus à Gym Tonic. C'est la Suisse, Alex. C'est dur. Philou. 3-1 Nice. 3-1 Nice. Les buteurs, allez, vite fait. Mofi, 2 buts et Thuram. Allez. Moi, je dis 3-0 Nice, Mofi, Thuram, Buonanni. Ok, Vincent? 2-0 Nice. Sanson, Guessin. Eh bien, moi, je vais dire 2-2 dans cette rencontre. Oh non, arrête avec tes nuls. Alors, lui a dit nul la semaine dernière et on lui dit rien. Moi, je te dis qu'il va y avoir nul encore cette fois et tu vas même mener au score et tu vas te faire rejoindre. 2-2 avec but de Laborde et but de Kefren Thuram, parce qu'il nous en doit une après Lorient. Ouais. Tu vas te faire rejoindre au score après les changements de Farioli. Exactement. Comme ça, on pourra faire un vrai thème, là aussi, les changements en question de Francesco Farioli. On passe au Souviens-toi. Un souviens-toi rapide, il fait chaud pour Vincent. Non, on va te laisser parler effectivement d'un grand homme qui a porté les couleurs de l'OGC Nice. Exactement. C'est Namba Tanguy Toko. Je jette un œil en même temps sur la régie pour voir quelle photo passe ou quelle vidéo passe. T'inquiète pas, tout est prêt. Donc, on va parler de Nabateng Tokomon Dieudonné. Donc, c'est son nom. C'est Jean-Noël Luc qui l'appellera Toko le premier.
et il restera Toko pour tout le monde. C'est un Tchadien qui arrive à Nice, qui arrive d'abord en France à l'âge de 22 ans. Il va jouer à Albi en 3e division, où en une demi-saison, il est meilleur buteur du championnat de Détroit. Il est contacté du coup par Nice et Nîmes. Nîmes par Kader Firoud, qui lui propose de jouer un match amical, mais Nice lui propose 15 jours d'essai. Il choisit Nice, et au bout de 15 jours, Markovic et Léon Rossi veulent le garder et lui demandent de signer. Donc il signe à l'OGC Nice. Il a 23 ans, né en 1975. C'est un joueur puissant, fantasque, flamboyant, plein d'instinct. C'est un homme fou, original, atypique, super intéressant, très cash, qui dit toujours ce qu'il pense. Donc à Nice, il est très apprécié par le coach Vlatko Markovic, qui le fait beaucoup jouer et qui lui dit Tok, joue pas comme Guillou, joue comme paysan. Parce que c'est vrai que Toko, c'était la puissance. Il fallait qu'il aille au charbon. Il mettait beaucoup de buts complètement fous et il ratait des occasions dingues. Il a toujours dit le gym, l'OGC Nice, c'est ma mère, ma maman. C'est le club qui m'a mis au monde au niveau pro et qui m'a donné à manger. Il adorait jouer devant, avec lui derrière, avec le trio Huc, Guillou, Jouve. Il disait Huc, c'était la flamboyance, les accélérations. Jouve, c'était la rage et la technique. Et Guillou, c'était le dépositaire du jeu. Il m'a toujours dit, Guillou, tu es capable de féliciter l'adversaire pour une bonne passe ou pour un... Il trouvait toujours ça fou. Donc, il a joué 99 matchs à l'OGC Nice. Il a mis 26 buts. Il a fait 360 matchs de D1 parce qu'après il a joué à Strasbourg, à Valenciennes. Il a surtout marqué le PSG. Il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est champion avec Strasbourg. Et Roger joue. Avec Roger, il a marqué le PSG. Il a gagné 2 fois la coupe et 2 fois en finale il marque contre Nantes et contre Saint-Etienne. Il adorait marquer en finale de coupe. On parle de lui parce qu'il vient d'avoir 71 ans, parce que c'est quelqu'un qui lutte contre le cancer. Il en a toujours parlé ouvertement depuis 2006, où il a eu un cancer de la gorge. On le voit là, avoir reçu avec Cavadiawara le trophée de l'ancien Aiglon, et on a eu la chance aussi de le voir lors de la soirée Gin Tonic, où on voit Kefren Turam qui avait demandé à le voir et à le rencontrer, parce que son père Lilian lui avait toujours dit que c'était un joueur exceptionnel. Donc il a parlé avec Thuram. Avec José Cobos là aussi, qui a porté le maillot de Strasbourg et du Paris Saint-Germain comme Toko. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel, Toko. Moi j'ai toujours adoré l'interroger parce qu'il a toujours des mots et des phrases fantastiques. Par exemple, quelqu'un qui a toujours dit on n'a pas été titré dans les années 70 parce qu'il nous manquait le mental. Parce que personne d'autre disait. Il disait bon, on n'a pas eu de chance. Lui il disait mentalement les Verts étaient plus forts que nous. Donc il soigne cette maladie avec un courage fou. Il continue, on peut le dire, à fumer, puisqu'on l'avait Gin Tonic, on l'a vu, il fumait. Et il m'a dit l'idéal serait de pas fumer, mais est-ce que l'idéal existe dans la vie? Voilà. Donc c'est un poète, c'est un mec que j'adore, et voilà, il a eu 71 ans, on l'embrasse fort. Et on lui souhaite un très joyeux anniversaire et beaucoup de courage dans son combat contre la maladie. Avant de se quitter, peut-être, un mot avec un petit mot actu, puisque samedi prochain, Manon Fiorot, la niçoise sportive azuréenne de l'année pour notre titre Nice Matin, combat, c'est une demi-finale mondiale. C'est son retour. C'est son retour à l'UFC Paris, donc le deuxième événement UFC Paris. Elle avait manqué le premier à cause d'une blessure au genou. Et là, elle combat contre Rose Namajunas, qui est une légende du MMA aux États-Unis, 2 fois championne déjà. Et donc, si Manon Fiorot remporte ce combat, le prochain, ce sera pour la ceinture. Et Alex, tu as accompagné Manon pendant sa réathlétisation, sa préparation physique. Donc, je voulais te demander, Manon, elle est en forme?
Elle est très en forme. Sur tous les aspects. Elle va casser des bouches. Non, elle est très en forme. Vraiment, sur le plan mental, elle est libérée, elle est joyeuse, elle est confiante. Parce que quand tu reviens d'un ligament croisé, c'est dur. Tu perds confiance en tes capacités et elle revient plus forte qu'avant. Donc ça, c'est une chose importante. C'est vraiment, elle revient plus forte qu'avant. Et je pense que ils appellent ça le combat un petit peu du siècle, dans la MMA féminine. Et je pense que c'est plus une passation de pouvoir. Je pense vraiment que Manon, si elle arrive à gagner ce combat, pour moi, il n'y a pas de doute, mais il y a toujours un peu des interrogations dans ce sport. Je pense qu'elle peut régner très longtemps. Très longtemps, elle a des capacités hors normes, vraiment. Elle a un coach hors norme, un staff hors norme. Et le pire, c'est qu'elle a un niveau très élevé, mais elle a encore une marge de progression qui est énorme. Et ça, c'est juste affolant. Et les gens qui ne l'ont pas vue, qui ne la connaissent pas, je pense qu'ils vont la découvrir peut-être le 2 septembre. Et j'espère qu'il y aura un peu une hype autour d'elle, parce qu'elle le mérite, son staff le mérite, et vraiment... une niçoise, on doit être fier. On doit être fier d'avoir, je pense, une championne et quelqu'un qui est attaché à cette région. Tu y seras, toi ? Bien sûr. Oui, il y sera pour Nice Matin. Nice Matin sera là. Bien sûr. Tout le staff, on sera présent, on sera derrière elle. Tu as l'air presque inquiet pour son adversaire, là, quand t'en parles. Pour avoir vu... Je suis à côté de toi, je me dis... Ouais, t'es vachement plus clair dans ton prono, là, cette fois. Je suis plus clair. Et vraiment, je suis confiant. Non, mais quand tu la vois... Elle a l'air déter, quoi. Je me chauffe pas avec... mais tu sais, souvent, on te dit, tu t'entraînes, enfin, tu vas jouer comme tu t'entraînes. Et elle, ses entraînements... C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai des amis à moi qui doutaient un peu sur la qualité de ce sport et d'une femme qui était dans la MMA, ça tape beaucoup moins fort. Et quand ils sont venus voir les entraînements, ils ont été choqués. C'est choqué. Et quand je leur disais que c'était juste, elle était en gestion, tu imagines même pas c'est le plus grand tactiquement, l'intelligence. Il y a tellement d'intelligence aussi, parce que c'est très tactique. C'est très tactique. C'est le plus grand athlète que tu as coaché. Ah oui, de loin. Ah, de loin. T'en as eu des pas mal. J'en ai eu des très très forts. Football, basket, tu vois, j'en ai un bien. Elle est plus forte qu'un Danté, quoi. Je veux pas comparer. Non, mais sur le plan, elle a des. Je sais pas, on va peut-être organiser ça. Non, t'es dans l'octogone. Non, faudrait pas qu'il accepte. C'est exceptionnel. Et quand j'ai exceptionnel, je parle vraiment, j'utilise vraiment la sémantique exceptionnelle. Je n'ai jamais connu d'athlète aussi fort que ça. Et je redis, une marge de progression encore énorme. J'en parlais hier avec son prépa mental, parce qu'il me dit, ouais, elle est mieux qu'avant. Et je dis, mais tu sais quoi, on peut faire encore mieux. C'est ça ce qui est fou. Jeudi matin, on y était ensemble à l'entraînement. Elle était avec son sparring, qui était un garçon, Théo. Qui n'est pas le dernier perdreau lui aussi. Un peu le gabarit à la Rose Namajunas, mais il souffre, le garçon, quand il fait les rondes contre Manon. On sera derrière Manon, effectivement. À fond, la semaine prochaine, le combat le 2 septembre. J'ai juste un dernier petit mot aussi à dire pour le match Nice-Lyon. Il y a un hommage à Jorge Dominguez avec sa famille sur le terrain. Et voilà, ça serait super que l'Alliance fasse un bel hommage et une belle ovation à la famille Dominguez. Effectivement, c'était le souviens-toi de la semaine dernière. Ils ont envoyé une belle lettre. Alex, merci beaucoup. Merci à vous. Donc bonne chance à Manon. Et toi, tu seras dans son coin pour voir tout ça, effectivement. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi, Mickaël. À la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On est déjà dans l'octogone ici sur le plateau. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Chloé Vorga et Aïtan qui ont participé à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain. Dernier jour du mercato. Et bonne semaine à tous. Ça sera le dernier jour du mercato. Effectivement, bye bye.